Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour ce numéro du Monde en 7 sur New World Info. Nos invités sont en place. Constant Lemou, analyste politique, Lumagloire Kemayou, journaliste et écrivain. Avec eux, nous allons parler du Mali. Bamako maintient sa transition de 2 ans. Que fera la CEDEAO? Nous allons également parler de la France, Macron-Le Pen, second tour indécis. Et puis on termine par le Togo, des mini-hôpitaux mobiles pour améliorer les soins de santé. Bonjour chers invités. Constant Lemou, vous allez bien? Ça fait Bonjour, un peu monsieur. longtemps. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver le plateau de New World, et surtout dans cette émission très importante, Le Monde en 7. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir, un réel plaisir de reprendre contact avec l'audience de New World, et surtout lorsque nous rencontrons ceux qui suivent nos échanges et on partage davantage avec eux, c'est un grand plaisir. Ça veut dire que nous sommes bien écoutés. Le contact, on l'a souvent avec Lumagloire Kemayou. Il est encore là, vous allez bien? Ça va, merci. Ça va. Allez, on va d'abord parler du Mali. Les dirigeants de ce pays ont défié jeudi 21 avril leurs partenaires régionaux en annonçant le lancement d'un processus de transition de 2 ans, alors que ceux-ci demandent à Bamako d'organiser les élections en 16 mois maximum. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de transition pour 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition, Assimi Goïta, a déclaré Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre. Justement, le Premier ministre, on va l'écouter. Il s'est prononcé, c'était devant le Conseil national de transition, instance faisant office d'organe législatif et dont les membres ont été nommés par le pouvoir. La preuve est faite par A plus B qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de l'administration. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que notre souveraineté, notre indépendance, notre défense, notre sécurité, c'est notre armée seule, appuyée par moments par nos partenaires qui peuvent l'assurer. Voilà Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre malien. Constant Lemou. Oui, le Premier ministre a parlé. Il n'a pas aussi fermé les portes du dialogue avec la CEDEAO. Oui, le feuilleton malien continue son bonhomme de chemin. Et nous sommes à une nouvelle phase de la transition qui marque de façon décisive le début du processus qui doit conduire aux élections, donc au retour de l'ordre constitutionnel du Mali. Bien entendu que la CEDEAO, lors de son dernier sommet, avait souhaité que la transition dure À 16 mois. 12 à 16 mois. La transition malienne, le pouvoir de transition parle de 24 mois. Au fait, la marge de temps n'est pas trop grande. J'espère que la CEDEAO et le Mali doivent s'accorder pour s'accompagner. Je pense bien que les responsables, ou du moins c'est les présidents qui se réunissent ou qui donnent des orientations, doivent désormais comprendre qu'il n'y a pas intérêt à garder un bras de fer entre le Mali et la CEDEAO. Ça ne sert absolument à rien. Parce que la CEDEAO est un membre. Quand je dis membre, si la CEDEAO est considérée comme un corps humain, on ne peut pas se séparer d'un orteil, parce qu'elle fait mal. Et l'orteil, c'est le Mali. On la soigne. On la soigne. On ne peut pas se faire amputer le bras parce que peut-être le bras a touché quelque chose de sale, mais on lave. Et puis, la dernière visite du président du Togo, le président Faure en Côte d'Ivoire, sa rencontre avec le président Ouattara commence à remonter le malaise
qu'il y avait, que nous avons imaginé au sein de la CEDEAO. Parce que pour un conseil réunissant les chefs d'État, il est bizarre que chaque fois qu'on dise que c'est une décision prise à l'unanimité et pratiquement il n'y a jamais de débat, il n'y a pas de voix dissonante, ce qui laisse entrevoir les instructions d'une force supérieure extérieure à la CEDEAO et qui soumet la CEDEAO à ses instructions et orientations. Heureusement, la France, à travers le président Macron, le ministre Yves Le Drian et l'autre ministre Florence Parly, voilà, des armées. La ministre des Armées se sont toujours exprimés sans s'en cacher que c'est eux qui donnent des instructions à exécuter par la CEDEAO. Bon, aujourd'hui, ici, c'est une prise de conscience de la part des pays, des présidents de la CEDEAO, tant mieux. Au lendemain des sanctions infligées au Mali, nous nous étions prononcés sur ce même plateau, pensant que justement, on n'avait pas besoin de ces sanctions. La CEDEAO n'avait pas besoin de ces sanctions à l'endroit du Mali. Il fallait plutôt, comme le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé l'a dit, il faut plutôt accompagner. Il faut accompagner. Il faut analyser et trouver les vrais problèmes du Mali et accompagner le Mali à trouver des solutions à ces problèmes. Le problème du Mali, ce ne sont pas les élections. Il y en a eu. Mais les problèmes sont restés. Et on a vu la suite. Et surtout, lorsqu'on organise les élections, il faut que tous les citoyens votent. Et dans une situation d'une gangrène sécuritaire, eh bien, il est difficile d'organiser des élections, à moins que ce soit un cérémonial juste pour désigner quelqu'un qui est déjà bipé d'avance, pour faire semblant de revenir à l'ordre constitutionnel, alors que les problèmes réels sont là et tous les risques de renversement persistent. Je pense que la CEDEAO ferait mieux d'accompagner les autorités de la transition pour s'assurer qu'ils sont de bonne foi et qu'ils sont en train de mettre progressivement des garanties pour que le Mali ne retombe plus dans ce désordre politique, pour que le Mali retrouve son intégrité et son unité sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à tous les Maliens, quelle que soit la zone auxquelles ils appartiennent, quelle que soit la tendance politique à laquelle ils appartiennent, qu'ils puissent vivre ensemble. C'est le plus important, à mon avis. Alors, le Magloire Kemayo, on passe de l'intervalle de 5 mois à 5 ans. Alors, vous pensez aussi que le Mali a eu à faire des efforts considérables? Non, je crois que, très honnêtement, il faut que la CEDEAO redevienne une organisation politique qui a du pragmatisme. Il en manque beaucoup dans la gestion de ce dossier malien parce que l'impression générale que dégage la CEDEAO dans la gestion du dossier malien, c'est l'impression d'une certaine forme de légèreté, d'une certaine forme d'influence qu'elle subit de la part de partenaires extérieurs et même une espèce de violation de sa charte telle qu'elle a été signée et révisée par la suite, notamment son article 3K, je crois, où on parle des pays insulaires et des pays de l'Interland qui doivent être protégés par rapport à leurs faiblesses particulières. Le Mali est un pays de l'Interland. On ne peut pas le traiter, on ne peut pas l'isoler comme on est en train de le faire aujourd'hui, sans que cela n'ait de conséquences sur l'économie du pays, sur la stabilité du pays qui est déjà très ébranlée. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, la CEDEAO devrait se montrer CEDEAO des peuples, qui protège non seulement les dirigeants, mais également les populations en son sein. Et ce n'est pas ce qu'elle dégage aujourd'hui. Vous prenez le dossier malien, vous avez l'impression que les dirigeants de la CEDEAO aiment le Mali et les Maliens plus que les dirigeants actuels du pays. Je veux bien le croire. Sauf que dans les faits, les sanctions qui sont adoptées contre le Mali
ont une influence négative sur le Mali et les Maliens, et surtout mais sur la également population. sur l'ensemble des populations de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO vivent en interdépendance. Nous avons une souveraineté non pas partagée, mais mutualisée, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali a une influence sur les autres pays. Et en plus, nous sommes dans un cas de figure où, bien sûr, on peut parler des élections, du retour à l'ordre constitutionnel, mais est-ce que cela a déjà réglé un problème dans un pays? Le Mali est à peu près dans la situation transitionnaire de ce qu'a connu la République centrafricaine. Il y a eu des élections en République centrafricaine. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que le problème des Centrafricains était exclusivement l'élection politique et le fait qu'ils choisissent leurs dirigeants? C'est la même chose pour le Mali. Ils ont organisé un certain nombre d'élections et avant qu'ils soient renversés, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été réélu. C'était le fruit d'une élection. Cela n'a pas empêché qu'il y ait un coup d'État et qu'il y ait à la suite de ce coup d'État un deuxième coup d'État. Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'organiser des élections, mais pas pour consacrer la partition du pays. Parce que si les élections sont organisées aujourd'hui au Mali, il sera presque incontournable de reconnaître qu'il y a des zones où les citoyens ne pourront pas voter, des zones où l'élection ne pourra pas être tenue dans des conditions de sécurité normales et dont on aura de fait consacré la situation de partition dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui et qui fait que certains de ces citoyens sont des sous-citoyens et que leur voix ne compte pas dans la désignation des autorités de leur pays. Pour moi, c'est le gros handicap qu'il faut aujourd'hui résoudre. Il faut faire en sorte de rassembler tous les Maliens autour des questions d'intérêt national et faire qu'ils se sentent tous égaux et responsables dans le choix de leurs dirigeants. Alors, le bras de fer va continuer parce que les efforts ont été faits de tous les côtés. Constant Lemou, et quand le premier Choguel Kokala Maïga dit les 2 ans ne sont plus négociables, est-ce que le Premier ministre n'est pas aussi, n'essaie pas de jouer le bras de fer avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO va accepter finalement cette décision? Je donne mon avis personnel. La CEDEAO n'a pas à se poser la question si elle accepte ou non. Il s'agit de voir le chronogramme des actions de transition vers les élections dure 2 ans ou non. Si la CEDEAO veut jouer un rôle d'accompagnateur, eh bien, peut-être au bout d'1 an et demi, on peut aboutir aux élections. Sinon, la transition, les autorités de transition n'ont pas d'intérêt, visiblement, compte tenu des réalités. Sur le terrain. Sur le terrain, les autorités de transition n'ont pas intérêt à s'éterniser au pouvoir. N'ont pas besoin de faire un mandat au pouvoir. Non. Ce n'est pas un bras de fer. Je peux dire, le temps de tiraillement entre le Mali et la CEDEAO a fait perdre du temps. Ça fait plutôt perdre du temps. Jusque-là, la CEDEAO ne nous dit pas quel est l'intérêt à se précipiter et aller aux élections. On dit seulement, vous avez tel temps pour passer aux élections. Pour quel intérêt? La CEDEAO n'a jamais expliqué l'intérêt réel. La légitimité, c'est peut-être la légitimité populaire. Retour à l'ordre constitutionnel. Mais on était dans l'ordre constitutionnel avec tous les problèmes qui ont poussé à la prise de pouvoir par les militaires. Est-ce que c'est à cela qu'il faut encore se préparer? Et non. Ou, lorsque la transition aura pris fin avec les élections, l'armée malienne va disparaître. Les pays qui ont connu les coups d'État, les armées vont disparaître. Mais les militaires sont des citoyens. Les conneries des hommes politiques civils, qu'on dise légitimement élus, les militaires sont victimes de leurs conneries. Et ne peut pas le regarder faire tout le temps. Alors, il s'agit de gérer la réalité. Le Premier ministre, peut-être en réponse aux exigences de la CEDEAO, dit les 2 ans ne sont pas négociables. Moi, j'ai compris qu'ils ont besoin réellement de 2 ans, selon le chronogramme
de tout ce qu'ils auront à mettre en œuvre pour aboutir à des élections crédibles qui réunissent tous les citoyens maliens. Nous savons à quel niveau l'armée malienne est actuellement dans la reconquête de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Si 2 ans suffisent pour garantir la sécurité à tous les Maliens, pour permettre un recensement de la population, du moins la population électorale, pour s'assurer que tous les citoyens maliens en âge de voter pourront le faire, si on a besoin de 2 ans pour le faire, ce n'est pas un crime. Ça ne fait pas mal à la CEDEAO. Ça fait du bien au Mali et aux Maliens. Maintenant, quel intérêt les présidents de la CEDEAO réunis ont à voir le Mali rester toujours dans des risques de crise, puisque les élections n'ont pas résolu les problèmes maliens, parce qu'il y avait d'autres problèmes de fond qui n'ont pas été réglés. S'il faut 2 ans pour régler tous ces problèmes et aller aux élections, et surtout, les autorités maliennes n'ont pas exclu les élections, n'ont pas exclu le fait qu'ils gèrent une transition. Ils ne sont pas élus. Le président Goïta, le premier ministre et l'ensemble du gouvernement, l'actuelle institution de parlement transitoire, le Conseil national de transition. Le Conseil national, tous reconnaissent qu'ils sont en train de gérer une transition en attendant de passer aux élections. Alors je ne sais pas pourquoi cette précipitation s'il n'y a pas des intérêts autres, des intérêts qui ne sont pas des intérêts maliens cachés derrière la situation malienne. Pourquoi on a intérêt à aller à la précipitation pour satisfaire quel besoin? De qui? Est-ce que ce sont les Maliens qui ont besoin d'aller rapidement aux élections? Pour quel objectif? Si les problèmes de fond ne sont pas résolus. Alors, je dis et je répète, il revient à la CEDEAO d'accompagner le Mali et s'assurer que durant les 2 ans dont a parlé le Premier ministre, eh bien, durant ces 2 ans, toutes les garanties de sécurité sont réunies. Le libre choix pendant les élections sera garanti et les élections ou les résultats des élections seront acceptés de tous et les élus pourront gérer le pays en toute sécurité et en toute sérénité. L'effort doit se poursuivre parce que la fin des élections ne signifie pas la fin des problèmes. On a beau combattre les djihadistes, ils peuvent revenir. Alors, une fois qu'une bataille est remportée, il faut mettre des garde-fous sécuritaires pour ne pas retomber dans le même problème. Et ce combat militaire est surtout mené aujourd'hui par les forces armées maliennes, les FAMA. Vous pensez aussi que peut-être la CEDEAO a un agenda caché, il y a des intérêts, Constant Lemou a parlé d'intérêt tout à l'heure. S'il y a intérêt, l'intérêt pour qui? Non, je crois que la CEDEAO a d'abord son propre intérêt, c'est sa légitimité qui est en jeu. C'est-à-dire si au niveau des populations, pendant très longtemps, on a entendu les gens dire que c'est un club de chefs d'État qui se soutiennent et qui n'ont aucun souci des populations, alors que la CEDEAO se veut une CEDEAO des peuples, c'est qu'il y a un souci de légitimité, de reconnaissance de la part des populations. C'est à elle de faire l'effort pour résoudre ce problème de crédibilité qu'elle a vis-à-vis des populations. Et donc, si vous n'arrivez pas à le résoudre et qu'en plus, vous avez un défi comme celui du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali et de son retour au sein de la communauté en tant que membre guéri de tous ces maux, c'est que vous avez échoué, très clairement. Donc pour moi, l'enjeu pour la CEDEAO, au-delà de tout ce qui peut se passer avec les partenaires acceptés ou pas acceptés, c'est qu'elle retrouve sa crédibilité et sa légitimité auprès des populations. Le deuxième agenda, c'est qu'il arrive, on est quand même arrivé dans un cas de figure où la gestion du dossier malien est quand même beaucoup plus française qu'elle n'est l'affaire de la CEDEAO. L'Union africaine elle-même, qui s'appuie par principe de subsidiarité sur la CEDEAO, observe tout cela presque de très loin. Et donc c'est à la CEDEAO de montrer qu'elle est capable de résoudre ces problèmes-là et d'y apporter des solutions durables.
pas une solution qui va durer, qui va Quelque être temps. pendant 6 mois et devenir obsolète dès qu'il y aura un coup d'État ou qu'il y aura un soulèvement populaire. Il faut que ce soit des solutions durables. Et moi, je ne voudrais pas analyser cela au regard seulement des influences étrangères, mais par rapport aux défis internes, endogènes de la CEDEAO, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui fait la différence sur le terrain, un peu comme la Cour de justice de la CEDEAO. Avez-vous déjà entendu aujourd'hui une seule personne au sein de la CEDEAO dire qu'elle ne va pas déposer son dossier à la Cour de justice parce qu'elle n'est pas sûre de son jugement? Il y a aujourd'hui une Cour de justice qui fonctionne. Il y a d'autres institutions qui fonctionnent, mais il ne faudrait pas que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO soit l'enfant le plus malade de la communauté, qu'elle soit l'institution la plus malade de la CEDEAO. Il faut que tout le monde marche au même diapason et tire dans le même sens, celui de l'efficacité et surtout celui du pragmatisme dans la gestion des affaires. Vous avez parlé, Constant Lemou, de cette diplomatie menée par le président togolais Faure Gnassingbé. Alors, il était chez le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il reste peut-être à convaincre également le président Nana Akufo-Addo du Ghana. Vous pensez qu'il y a eu des avancées? Je pense qu'au-delà de la CEDEAO, les pays ont quand même leur marge de manœuvre. C'est vrai, il faut être solidaire, mais solidaire lorsque les points de vue réels des présidents, des premiers responsables des pays africains ou de la CEDEAO, que ces préoccupations sont prises en compte et non qu'on prenne des sanctions pour satisfaire les désirs de la France. Parce que c'est la France qui invite la CEDEAO à se réunir et à prendre des sanctions et les types de sanctions qu'il faut prendre. Le Magloire? Le Magloire parlait tout à l'heure de la Cour de justice de l'UEMOA. Cette Cour de justice a rendu sa décision. Est-ce que cela ne devrait pas interpeller les présidents de la CEDEAO à revoir leur copie de sanctions? Parce que cette décision de la Cour de l'UEMOA, de justice. La Cour de justice de l'UEMOA a vraiment travaillé suivant le droit. Alors, si des sanctions violent les accords signés par ces présidents eux-mêmes, parce qu'il faut satisfaire les intérêts français, je pense qu'il y a lieu de réfléchir. La démarche du président du Togo est bien, je suis sûr, est bien saluée par les populations maliennes, les populations togolaises, les populations de la CEDEAO. Parce que là, cette fermeture des frontières en violation des accords, des principes, des tests de la CEDEAO même, cette fermeture des frontières a créé des dommages économiques à toutes les populations qui traitent avec le Mali. La CEDEAO ne pourra jamais dédommager qui que ce soit par rapport à ces pertes énormes. Aucun pays ne peut dire qu'il est sorti indemne de cette situation, de ces sanctions. Aucun. Les Sénégalais ont manifesté. Le Ghana traite avec le Mali, même si le Ghana n'est pas frontalier avec le Mali. Il y a des Maliens, des opérateurs économiques maliens au Ghana. Il y a des Ghanéens au Mali. Il y a des flux. Il faut qu'on dépasse justement ce club d'intérêt des présidents pour aller vers l'intérêt des populations. Parce que ce sont des populations intégrées. Les populations de l'UEMOA, de la CEDEAO, les populations africaines, ce sont des populations intégrées. S'il faut les disloquer parce que le maître ne veut pas ce qui se passe ici, c'est que ce que je peux appeler les préfabriqués de France qui dirigent nos pays n'ont pas compris leur mission. Préfabriqués de France, parce que quand on prend les principes démocratiques, les élections par exemple, la démocratie même dans son ensemble, ce sont des concepts sclérosés. Les élections telles qu'elles se déroulent dans la plupart des pays de la CEDEAO
eh bien, les dés sont bipés d'avance. Les résultats sont presque connus d'avance. Et là, on n'appelle pas ça élection démocratique. Les élections démocratiques, nos pays en ont connu. Oui, dans nos villages, les élections se font de façon démocratique. Dans mon canton à Tchare, lorsqu'on élit le chef du canton ou le chef de village, les candidats sont sur la place publique et la population vient s'aligner chacun derrière un candidat de son choix. Et le décompte se fait devant tout le monde. Vous voulez qu'on fasse l'expérience là au niveau des nations aussi? Parce que là, c'est plus clair. Cette expérience peut être faite autrement. Qu'on cesse de biper d'avance les résultats, les candidats. Qu'on arrête ça. Et que les élections soient véritablement démocratiques. À toutes les élections dans tous les pays, durant le processus ou à la fin du processus, quand les résultats sont proclamés, que ce soit celui qui a gagné ou celui qui a perdu, tout le monde se réfère à la France. Pourquoi? Si les dés n'étaient pas bipés d'avance, pourquoi l'élu doit être reçu ou les résultats doivent être reconnus par l'Élysée, la France, oui, avant que les élections ne soient valides, ne soient acceptées? Pourquoi celui qui a perdu et qui réclame appelle la France à intervenir? Pourquoi? Que la France s'occupe des Français et du territoire français. Et chaque pays africain s'occupe de lui-même. C'est ce que nous demandons. Quand je parle des préfabriqués de France, ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ce sont les leaders politiques qui n'ont de recours que la France et non leurs concitoyens. C'est très dommage. Et certains ne sont pas au pouvoir, Constant Lemon. Certains ne sont pas au pouvoir. Nous avons connu les mouvements de 2017 ici, 2017-2018, avec pour aboutissement les élections présidentielles de 2020. Nous savons le comportement des hommes politiques. Qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, tout le monde ne se réfère qu'à la France. Mais pourquoi? Est-ce que les Français votent au Togo? Pourquoi c'est la France qui doit faire gagner un candidat? Je dis, les Africains qui se veulent responsables doivent se ressaisir et savoir que leur légitimité, ils la tirent de leur population et non d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je pense que le président togolais a compris, ou du moins il a compris depuis, mais a décidé de prendre ses responsabilités. Et ce faisant, je sais les risques qu'il court en le faisant. Parce que le principe de la politique française, toute personne discordante doit être assassinée. Alors, tous les Togolais et tous les Africains, toute la population de la CEDEAO devrait soutenir la démarche du président Faure et le protéger. C'est très important. Le Magloire Kebayo, avant d'avancer, votre regard aussi sur ces démarches du président Faure Gnassingbé? Moi, je dirais plutôt enfin, parce que c'est quand même le doyen en termes d'années d'exercice du pouvoir des présidents de la CEDEAO. Il n'est pas le président de la conférence des chefs d'État, mais il prend ses responsabilités en tant que pays membre pour exprimer un point de vue que sa diplomatie a déjà défendu. Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères, a déjà fait beaucoup de go-between. Il a fait beaucoup de négociations avec les dirigeants maliens et les autorités d'autres pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que le président lui-même accompagne cette démarche-là, la confirme et lui donne une dimension différente. Parce que tant que c'est porté par le ministre, cela n'a pas la même valeur qu'une intervention du chef de l'État. Et je crois qu'on peut estimer que le moment était venu pour le président Faure de prendre lui aussi son bâton de pèlerin pour aller régler ce problème. Et le fait d'aller en Côte d'Ivoire est d'autant plus symbolique et important que la présidence de la commission de la CEDEAO est assumée par un Ivoirien. Oui, Jean-Claude Cassibro. Voilà, et donc il était important d'avoir son président qui a quand même dû contribuer peu ou prou à son élection, qu'on ait l'oreille de son chef d'État pour aller s'adresser à lui par la suite. Et je crois que ça devrait aider à remettre
un peu de dialogue dans le rapport avec les Maliens, parce que souvenez-vous, lors du dernier sommet de chefs d'État, le président Assimi Goïta de la transition, je ne sais pas s'il faut dire président ou général, mais il n'a pas pu se rendre à la conférence des chefs C'était d'État. Accra, oui. À Accra. Il avait choisi d'y envoyer son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, et d'intervenir lui-même par visioconférence, ce qui lui a été refusé. Je pense qu'on ne peut pas continuer de faire des choses que nous avons condamnées pendant de nombreuses années et avoir l'impression que cela peut marcher. Lors de la conférence de Berlin, au cours de laquelle l'Afrique avait été divisée et partagée entre les grandes puissances, aucun pays africain n'était présent. Et nous ne pouvons pas estimer que les chefs d'État africains vont résoudre les problèmes, ceux de la CEDEAO en l'occurrence, vont résoudre les problèmes du Mali en se réunissant entre eux, sans faire intervenir les autorités maliennes, même si elles ne sont pas légitimes, là n'est pas le problème, mais il faut qu'il y ait au moins des Maliens autour de la table pour résoudre le problème. Et donc si vous choisissez de couper le fil du dialogue et de parler des Maliens à leur place et pour eux, je suis à peu près certain que vous allez droit dans le mur. Et c'est pour ça que je considère que l'initiative du président Faure d'amener un peu plus de souplesse, d'amener un peu plus de pragmatisme dans la résolution de ce problème qui se pose entre la CEDEAO et le Mali est plutôt bienvenue. Alors, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est attendu à Bamako. Qu'est-ce qui sera dit concrètement selon vous, Constant Lemou? Ce ne sera pas autre chose que la position habituelle de la CEDEAO. Aller contester les 2 ans ou peut-être à la rigueur mettre à l'hypothèse l'accompagnement de la CEDEAO, le suivi de la CEDEAO du processus, s'ils ont bien sûr le courage, ce que je doute fort. Mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, la CEDEAO a fait un très grand bond dans l'autodétermination, dans l'acquisition de son indépendance véritable. Aujourd'hui, les autorités maliennes discutent d'égal à égal avec les pays occidentaux. C'est très, très important. Aujourd'hui, le Mali a retrouvé sa liberté de pouvoir réviser les anciens accords avec les différents pays, a la possibilité de conclure des accords de partenariat avec le pays qu'il trouve intéressant. C'est un exemple à suivre aux autres pays et aux autres présidents. Que le président nigérian aille maintenir la position habituelle de la CEDEAO, cela ne gênerait aucunement le processus démocratique. Le Mali va continuer sa route. Le Mali va continuer sa transition dans le délai qui se sont impartis. Et d'ailleurs, même dans les pays où il n'y a pas de coup d'État, les processus ont connu des reports. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on sent qu'il y a une difficulté majeure qui ne permet pas d'aller au rythme voulu, eh bien, on repousse l'échéance. Ça a existé un peu partout. Au Togo, les élections devraient intervenir, les élections législatives devraient intervenir en 2018, juillet 2018, mais ces élections ont été repoussées jusqu'en décembre 2018. Mais il n'y avait pas de coup d'État. Il n'y en avait pas. Alors, de la même façon, ce délai, il est assez indicatif. Si d'ici 2 semaines ou 1 mois, le problème sécuritaire est complètement soldé au Mali, qu'est-ce qui va retarder encore le processus? Ce processus sera accéléré. Mais si au bout de 15, 20 mois, la question sécuritaire persiste et que tous les Maliens n'ont pas la chance de se faire enrôler et de participer au vote, il y a nécessité de finir avec le problème de sécurité et organiser les élections pour tout le Mali. Mais là, on peut repousser. Là, il y a possibilité de repousser. Mais tous les présidents le savent. Tous les présidents le savent. Ce que je redoute, vous voulez ajouter quelque chose, oui? Oui, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que bien sûr, il faut que la souveraineté du Mali et la légitimité, enfin le droit pour ces autorités de repousser les élections ne soient pas mises en cause. Mais il ne faut pas qu'on soit dans la posture. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, c'est que nous sommes
dans un match posture contre posture où chacun estime avoir raison et qu'il y a peu de négociations. Je ne suis pas certain que la transition va résoudre tous les problèmes. Elle va donner les moyens, elle va chercher les moyens de les résoudre, tracer les rails pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Et après, ce sont les autorités légitimement élues qui vont prendre le relais pour jouer leur rôle avec la légitimité populaire nécessaire. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que juste parce qu'il y a une posture qui est bonne en face d'une autre qui est critiquable, celle qui semble bonne est la seule. Donc il faut rester sur les 2 ans, même si tous les problèmes ne sont pas résolus. Non, ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait qu'on donne 2 ans ou 16 mois, il faut qu'on accompagne les Maliens vers l'atteinte de ces objectifs-là. Je me souviens quand, sur le plan économique et financier, on parlait du partenariat public-privé et de toutes ces négociations des initiatives PPTE et ainsi de suite. On a accompagné les États pour qu'ils sortent de l'endettement. On peut accompagner le Mali aujourd'hui pour qu'il sorte de sa situation sécuritaire, et surtout qu'ils sortent de cette situation où l'ordre constitutionnel n'est pas respecté. Mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on le fait. Ça nécessite énormément de moyens, ça nécessite énormément de travail et ça nécessite beaucoup de bonne foi surtout. Il faut travailler dans la bonne foi et le pragmatisme. Et ça, il faut que tout le monde le manifeste. Les autorités maliennes disent ce qu'elles ont besoin de faire. Elles sont soutenues par une partie de la population. Il faudrait que la CEDEAO vienne au chevet de ce pays-là et n'ait pas seulement à cœur de sanctionner. Parce que si la CEDEAO sanctionnait avec la même énergie le manque de respect des constitutions qu'elle le fait par rapport au coup d'État, je vous assure qu'elle aurait beaucoup plus de crédibilité auprès des populations. Mais le problème que l'on a aujourd'hui avec la CEDEAO, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne frappe fort que quand il s'agit des élections présidentielles en l'occurrence. Parce que même dans les autres élections, quand il y a problème, ce sont des problèmes mineurs. C'est au niveau de l'élection présidentielle qu'il y a problème. Or, en organisant une élection présidentielle et en allant droit vers une crise post-électorale, je ne suis pas certain qu'ils aident les Maliens. Ils les poussent peut-être d'un problème vers un autre qui pourra avoir une envergure tout aussi importante. Parce que tous les autres éléments ne sont pas résolus. Vous avez toutes les populations qui se sont déplacées. Vous avez les problèmes aujourd'hui d'antagonisme entre ceux qui considèrent qu'ils sont de l'Azawad et que c'est leur pays et les autres Maliens. Vous avez énormément de problèmes de santé, vous avez le pays est en train de changer de partenaire en matière d'approvisionnement en allant vers les ports de Mauritanie et de Guinée. Donc ça signifie qu'il y a déjà une espèce de défiance qui est née et que les gens fonctionnent en système D. Ça ne devrait pas exister quand on est dans le cadre d'une organisation de solidarité, de souveraineté mutualisée, comme c'est le cas pour la CEDEAO. On devrait s'appuyer sur la CEDEAO et non pas défier la CEDEAO. Et la CEDEAO, à son tour, ne doit pas défier les autorités des pays et encore moins marginaliser tout un pays et sa population. Sur la visite de l'ancien président Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, vous aviez dit 2 choses, Constant Lemou. Soit la CEDEAO accepte les 2 ans et elle décide d'accompagner le Mali, soit elle reste sur sa position. Pour accompagner le Mali, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire concrètement selon vous? Il s'agit de collaborer avec les autorités de la transition. La CEDEAO a des principes de travail, mais seulement que ces principes ne sont pas toujours respectés. Alors, si les experts de la CEDEAO, au plan militaire, accompagnent le Mali, d'ailleurs, la plupart des pays de la CEDEAO ont déjà des contingents au Mali dans le cadre de l'aménagement. Nous sommes d'accord. Il faut continuer à collaborer avec les autorités de la transition et résoudre le problème de sécurité. Du point de vue organisation et mise en place des structures républicaines, il faut organiser les élections, par exemple. Les élections législatives, les élections présidentielles, mais bien d'autres structures. Les Maliens peuvent se faire accompagner si les pays de la CEDEAO acceptent. En réalité, lorsque vous interrogez individuellement les présidents de la CEDEAO, ils n'ont pas la même attitude personnelle que quand ils se retrouvent. Ils n'ont pas la même attitude. Ils reconnaissent la nécessité d'accompagner,
mais ils craignent le maître. Le président sénégalais l'a déjà dit, le président ivoirien l'avait dit également. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux prendre des choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles s'imposent. Ces derniers mois, disons ces dernières semaines, Macron, occupé avec les élections présidentielles en France, ne s'est plus prononcé sur l'évolution de la situation au niveau de la CEDEAO et les différents pays qui ont connu les coups d'État. On attend peut-être lundi. On attend après lundi. Eh bien, après, même pendant la présidentielle, il y a également le dossier ukrainien qui est énormément occupé. Donc, ce qui est sûr, nous demandons à nos présidents, à nos chers présidents, qu'ils cessent d'avoir peur et qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Je le dis et je le répète, ce n'est pas mon opinion personnelle. Les peuples africains sont des peuples intégrés. Il faut arrêter de les disloquer en créant de ces situations fâcheuses qui font souffrir tout le monde. Ceux qui ont l'habitude de faire des transactions avec le Mali, personne ne leur vient au secours. Personne. Mais on dit la France a refusé d'eux. Mais pourquoi? Est-ce que le Togo, les pays de la CEDEAO, c'est aussi la France? Je pense bien que Poutine avait raison, qu'il ne faut pas faire la guerre à la France. Il faut la couper de ses colonies. Et puis elle meurt toute seule. C'est pourquoi il y a toujours cette emprise. Et le voleur, tant qu'il n'est pas atteint, quand il n'est pas atteint sérieusement, il ne lâche pas prise. Il tente par tous les moyens d'emporter le butin. C'est lorsque il a les membres brisés, il ne peut plus courir, qu'il est obligé de laisser tomber son butin au profit du propriétaire. C'est l'attitude de la France. Si les pays africains, si les anciennes colonies de la France ne chassent pas la France de l'Afrique, si ces pays n'adoptent pas la même attitude que le Mali, la France ne lâchera aucun pays d'Afrique. Aucun. C'est l'attitude des gangsters. Vous les connaissez. Autant que moi. Alors, le Magloire Kebayou, vous avez d'autres choses à ajouter sur ce dossier? Mais sur le dossier, je pense que nous sommes arrivés à un stade. Le Togo va célébrer mercredi le 62e anniversaire de son indépendance. Et je crois que la plupart des pays francophones de la CEDEAO sont à peu près au même niveau sur le plan calendaire. C'est le 62e anniversaire de l'indépendance. Et on ne peut pas continuer à vivre avec la peur d'être puni par l'ancienne puissance coloniale. Il y a déjà eu cette affaire du franc CFA qui a été en partie résolue parce que la France a décidé que désormais la balle est dans le camp des pays africains qui utilisaient le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui décideront du moment où ils passeront à autre chose, à l'éco, qui est la monnaie en préparation. Il y a les bases militaires qui existent, mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est encore plus puissant. Ce sont les dettes que nos pays ont vis-à-vis de la France et de ses partenaires de l'Union européenne. Et puis, il y a également le fait que, au-delà de cette dette, il y a l'Union européenne et les accords de coopération qui font que quand on va négocier la remise de nos dettes dans les institutions internationales, que ce soit FMI, à la Banque mondiale, nous avons besoin par moment d'avoir l'appui de nos partenaires internationaux, parmi lesquels la France et les autres pays de l'Union européenne. Donc, en soi, se débarrasser de la France, ce n'est pas juste demander à tous les Français de partir de nos pays, c'est arriver, nous, à récupérer tous les gains en termes de souveraineté qui vont avec. Et si nous n'acceptons pas de récupérer ces gains en allant à chaque fois poser nos problèmes à la France, nous resterons dans la même situation. Ce n'est pas qu'une guerre de mots, c'est également une guerre d'actions concrètes, d'actes concrets qui doivent être posés. Il y a les paroles, il y a les actes. Si nous n'avons que les paroles et que les actes ne suivent pas, je ne suis pas certain que nous sortirons de l'auberge de sitôt. Donc la souveraineté est importante, mais les actions pour arriver à cette souveraineté
les actions pour arriver à cette souveraineté souhaitée sont encore plus importantes. Donc pour moi, un pays comme le Ghana ou un pays comme le Togo ne sont pas très différents quand ils vont au FMI et qu'ils ont besoin d'un parrain pour obtenir la remise de leurs dettes. Et donc, par moment, ça peut avoir son influence dans la gestion des affaires diplomatiques de ces différents pays-là. Ne voyons pas que les pays francophones d'Afrique, voyons tous ces pays africains qui ont besoin par moment d'être soutenus dans leur démarche au sein de ce système intégré qu'est devenu la mondialisation, et comprenons qu'il n'y a pas de pitié sur cette scène internationale, notamment en matière de finances. Quand on est faible, on se fait écraser. Et quand on est soutenu par un puissant, comme l'est l'Ukraine aujourd'hui en face de la Russie, on a l'impression d'être puissant, mais en réalité, cette puissance-là, ce n'est qu'un reflet de puissance que vous avez. Ce n'est pas votre puissance réelle. Votre puissance existera quand vous serez donné les moyens de l'avoir et de l'assumer. Et c'est ce que je souhaite à tous les pays de la CEDEAO. Allez, vous voulez ajouter un truc? On va marquer la pause pour le journal. Constant Lemou. Pas beaucoup. Comme Louis Magloire le dit, c'est vrai, nos pays doivent reprendre leur souveraineté et se gérer. Je suis d'accord dans cette décision. Si jamais on réussissait, à un moment donné, on aura l'impression d'avoir reculé. Mais ce sera un bon recul pour un meilleur départ. Il ne s'agit pas pour nos pays de couper les relations avec la France ou n'importe quel pays, non. Mais il faut que ce soit des relations de respect mutuel, des relations de partenariat et non des contrats d'exploitation des pays par d'autres, ou du moins des pays francophones par la France, et que nous, nos pays, ne font qu'engranger des dettes pendant que la France se sucre le bec. Nous avons besoin de sentir que nos richesses nous appartiennent et nous les vendons à leur prix réel aux clients, aux meilleurs clients. C'est comme ça que les hommes vivent. Nous ne pouvons pas perdurer dans ce gangstérisme français. C'en est assez maintenant. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Constant Lemou et Louis Magloire Kemayo pour la suite. La suite, c'est la France et le Togo.